Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Toutes les infos sur éducation.france5.fr. Bonjour, nous abordons aujourd'hui le troisième cours de cette série. Le premier cours était consacré aux échelles de distance dans l'univers. Dans le deuxième cours, nous avons étudié les méthodes qui permettent de déterminer les propriétés des étoiles et en particulier de notre étoile, le Soleil. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux objets du système solaire, c'est-à-dire tout d'abord aux planètes qui gravitent autour du Soleil, aussi bien les planètes connues depuis l'Antiquité que les planètes découvertes plus récemment. Et puis aux satellites qui eux-mêmes gravitent autour de ces planètes. Et enfin, aux petites planètes, des astéroïdes dépourvus d'atmosphère, des comètes qui développent une atmosphère passagère et même des toutes petites particules solides présentes dans le système solaire. Je veux immédiatement rassurer ceux qui n'auraient pas assisté aux deux premiers cours. Nous y avions défini des concepts physiques qui seront rappelés en temps utile aujourd'hui. Ce cours va être divisé en 5 grandes parties. Tout d'abord, les moyens d'étude des planètes, aussi bien études à distance que études locales avec des sondes spatiales. Deuxièmement, les planètes telluriques, c'est-à-dire Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Troisièmement, les planètes géantes, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et leur cortège de satellites. Et puis les petites planètes, qu'il s'agisse, comme j'ai dit tout à l'heure, d'astéroïdes ou de comètes ou de milieux interplanétaires ou aussi de la planète Pluton. Et enfin, nous aborderons quelques éléments de planétologie comparative qui nous permettront de mieux cerner la diversité des objets du système solaire. Pour étudier les planètes et les satellites, il faut évidemment savoir où ils se trouvent, il faut connaître leur position et il faut connaître leur vitesse. C'est-à-dire, il faut avoir parfaitement déterminé leur orbite. Les orbites dans le système solaire obéissent évidemment aux lois de la gravitation universelle et comme nous l'avons vu dans le premier cours, dans le cas simplifié du problème à deux corps, c'est-à-dire mouvement d'un objet peu massif autour d'un objet beaucoup plus massif, l'orbite est simplement une ellipse dont l'objet le plus massif occupe un foyer. Soit donc une orbite elliptique, que nous allons caractériser par son demi-grand axe, petit a, par son excentricité, petit e. Eh bien, elle est décrite avec une certaine période, grand P. Et la troisième loi de Kepler, je vous le rappelle, s'écrit A3 sur P2 égale, en toute rigueur, G grand M plus petit m sur 4pi carré. Alors, G, c'est la constante de gravitation universelle, qui est égale à 6,67 10 puissance moins 11 dans le système international. M, c'est la masse du corps le plus massif. Par exemple, le Soleil. Petit m, c'est la masse du corps le moins massif. Par exemple, une planète. Alors évidemment, tout ça pourrait s'appliquer non seulement au couple Soleil-planète, mais à un couple planète-satellite de cette planète. Et ce que je veux préciser ici, c'est qu'on peut aussi connaître, toujours grâce aux lois de mécanique, la vitesse orbitale. La vitesse orbitale, petit v, est égale à g grand M, facteur de 2 sur R, moins 1 sur A, à la puissance 1,5, c'est-à-dire racine carrée de Gm 2 sur R moins 1 sur A.
où petit r représente la distance entre les deux objets. Alors, cette expression, d'ailleurs, peut être intéressante à regarder dans des cas particuliers. Si nous avons un cercle, donc excentricité nulle, vitesse sur une orbite circulaire, petit r est égal à petit a, et on trouve immédiatement que v égale racine carrée de gm sur a. C'est d'ailleurs l'expression classique de la vitesse de satellisation en orbite autour de la Terre. Si nous nous trouvons au point A, le plus proche du corps le plus massif, ce point qu'on pourrait appeler pour une orbite autour du Soleil périhélie, autour de la Terre périgée, et dans le cas général que nous allons appeler périastre. Alors je vous rappelle que la distance au périastre est égale à petit a, facteur de 1 moins e. Et à partir de cela, je vous laisse calculer cette vitesse au périastre. Vous avez certainement trouvé que la vitesse au périastre, d'après la formule précédente, est égale à gm, facteur de 1 moins e, sur a, de 1 plus e, sur a, facteur de 1 moins e, une fois que, à la puissance 1,5, une fois que vous avez tout réduit au même dénominateur. Et de même, vous pouvez calculer la vitesse à l'apoastre, c'est-à-dire au point A', le plus éloigné du corps massif, en vous rappelant que la distance à l'apoastre est égale à A, facteur de 1 plus E, cette fois-ci. Et de même, pour la vitesse à l'apoastre, vous avez certainement trouvé V égale Gm, facteur de 1 moins E, sur A, facteur de 1 plus E, toujours à la puissance 1,5. Et ce qui est intéressant dans ces deux formules, quand vous comparez ces expressions, qui sont un petit peu analogues d'ailleurs, eh bien vous remarquez que la vitesse à l'apoastre est évidemment, le 1 moins E, plus petite que la vitesse au périastre avec le 1 plus E sur 1 moins E. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi des airs. Et ces planètes qui gravitent autour du Soleil vont beaucoup plus vite quand elles sont dans la partie de leur orbite proche du Soleil que dans la partie de leur orbite éloignée du Soleil. Et c'est évidemment quelque chose qui sera très spectaculaire pour les comètes qui décrivent des orbites très allongées autour du Soleil. Les planètes, bien entendu, ont tout d'abord commencé à être observées à distance. C'est ainsi qu'ont pu être déterminées leurs orbites et remarquer certaines de leurs caractéristiques. On a pu constater, par exemple, que Vénus est entourée d'une épaisse atmosphère, si bien que pour étudier sa période de rotation, il faut avoir recours à des techniques radars. On a pu remarquer que la planète Mars présente des calottes polaires de glace, ce qui veut dire qu'elle présente des effets saisonniers. Et puis bien sûr, le magnifique anneau autour de Saturne a pu être observé à distance. Ces observations ont aussi amené à remarquer certaines curiosités à propos, par exemple, des distances des planètes au Soleil, qui paraissent relativement harmonieuses. Les distances des planètes au Soleil, D, qui sont données ici en unité astronomique. L'unité astronomique, je vous le rappelle, c'est par définition la distance moyenne de la Terre au Soleil, donc 1 pour la Terre, et de l'ordre de 149,6 millions de kilomètres. Et pour caractériser ces distances, une formule a été proposée qui est dite de Titius-Bode, D égale 0,4 plus 0,3 que multiplie 2 à la puissance n. Eh bien, je vous suggère par exemple de voir quelle est la valeur de D pour les valeurs de n suivantes, moins l'infini, 0, 1, 2, et ainsi de suite en continuant jusqu'à 4 ou 5.
Eh bien, vous avez certainement établi de la sorte que on va trouver pour moins l'infini, donc toute cette quantité disparaît 0,4. Pour 0, 0,4 plus 0,3, 0,7. Ici 1, 1,6. Et ensuite, si nous continuons pour 3, 4 et 5, vous avez trouvé 2,8, 5,2, 10. Alors, d'ailleurs, si on continuait au-delà de 5, on verrait que ça ne va plus très bien avec les valeurs des distances pour Uranus et Neptune. Mais toujours est-il que le fait que pour ce n égale 3, il y ait quelque chose, alors que là, il n'y avait pas de planète, c'est ce qui a amené les astronomes, à la fin du XVIIIe siècle, à rechercher une planète qu'ils appelaient manquante entre Mars et Jupiter, et c'est ainsi qu'on a commencé à découvrir la présence d'un grand nombre de petites planètes, d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, avec, par exemple, pour le premier découvert, la valeur de 2,77 unités astronomiques pour Cérès. Les techniques d'exploration locale et d'observation à distance ne sont pas à opposer l'une à l'autre. Elles sont en fait parfaitement complémentaires. Quand on prépare une grande mission vers un objet du système solaire, on cherche tout d'abord à l'observer de façon très fine à distance pour bien préparer cette mission. Et puis, lorsque la mission a eu lieu, lorsque des découvertes ont été faites, on cherche à les vérifier à partir d'observations à distance. On cherche en particulier, grâce à des observations à distance, d'étudier l'évolution des phénomènes mis en évidence. Les observations à distance sont réalisées par des grands télescopes qui peuvent travailler dans toutes les longueurs d'onde, par exemple les radiotélescopes, aussi les télescopes travaillant dans le domaine visible, qui pour les plus grands d'entre eux sont désormais sur des hauts sommets dans des régions peu habitées, comme par exemple le Chili ou Hawaï. Et aussi, toujours pour des observations à distance, les télescopes en orbite autour de la Terre, comme par exemple le télescope spatial Hubble. Toutes ces études à distance et locales ont permis de mettre en évidence entre ces objets du système solaire à la fois des similarités, ce qui est normal parce qu'ils obéissent aux mêmes lois de la physique, et des différences, des disparités considérables parce que le système solaire a, depuis 4,5 milliards d'années, bien pu évoluer. Des similarités, par exemple, entre les planètes telluriques, qui sont donc les planètes relativement proches du Soleil, constituées de matériaux réfractaires, avec un sol solide, comme celui de notre Terre, entre les planètes géantes, qui sont des planètes plus éloignées du Soleil, essentiellement constituées d'hydrogène et d'hélium, d'énormes boules de gaz, qui sont entourées d'anneaux de roches et de glace. Et puis, comme je disais il y a quelques instants, des disparités qui existent même entre les planètes telluriques, ne serait-ce que parce que certaines ont une atmosphère, d'autres n'en ont pas. Certaines ont un champ magnétique, d'autres n'en ont pas. Certaines connaissent un volcanisme actif qui modifie leur surface, alors que d'autres sont beaucoup plus inertes. Commençons par Mercure, la planète la plus proche du Soleil, à environ 0,4 unités astronomiques. D'après les lois de Kepler, cette planète a une période de révolution autour du Soleil, relativement brève, 88 jours, et elle présente, par un phénomène dit de résonance, une période de rotation autour de son axe qui est dans un rapport simple avec sa période de révolution. Sa période de rotation est de 2/3 de 88 jours, et il en résulte, on pourrait le démontrer, que le même point de la surface de Mercure se retrouve dans la même configuration par rapport au Soleil, par exemple se retrouve en midi vrai, eh bien après 2 fois 88 jours. Et donc, cette planète, qui est de taille relativement modeste, présente de très grandes variations thermiques. Elle est totalement dépourvue d'atmosphère, et son sol, que nous ne connaissons que par des survols, qui en donnent d'ailleurs des images relativement incomplètes, est extrêmement cratérisé. Venons-en maintenant à Vénus,
qui est un petit peu plus éloignée du Soleil, à 0,7 unités astronomiques, ce qui fait que sa période de révolution est de 225 jours. Cette planète a une taille relativement comparable à celle de la Terre. On a pu autrefois penser que c'était une sœur jumelle de la Terre. Eh bien, il n'en est rien. Elle est couverte, on l'a dit, d'une épaisse couche de nuages. Et sous cette couche de nuages, les études radar révèle un sol qui est en rotation très lente. Sa période de rotation est de l'ordre de 243 jours, une rotation d'ailleurs dans un sens opposé à celui de la Terre. Et si la planète est couverte d'une épaisse couche de nuages, c'est essentiellement parce que son atmosphère est très particulière. C'est une atmosphère essentiellement constituée de dioxyde de carbone qui absorbe une grande partie du rayonnement solaire, ce qui fait qu'il y a un effet de serre colossal. La température au sol de Vénus est de l'ordre de 400 à 500 degrés Celsius et la pression est de l'ordre de 100 fois la pression atmosphérique au sol de la Terre. Et les images obtenues par radar au travers des nuages formés de gouttelettes d'acide sulfurique, révèlent un sol relativement complexe avec des failles et des volcans. Troisième planète à partir du Soleil, la Terre, notre belle planète bleue, caractérisée par la présence importante d'eau liquide en surface. Nous reviendrons dans le 5e et dernier cours sur les spécificités de notre planète et les raisons pour lesquelles elle présente toutes ces particularités. Intéressons-nous pour l'instant à son satellite, la Lune. Un satellite dont la taille d'ailleurs est loin d'être négligeable, à peu près un tiers de celle de la Terre. Et comme nous l'avons déjà dit, un satellite qui présente une période de révolution autour de la Terre égale à sa période de rotation autour de son axe. Quand il y a des relations simples entre les périodes, c'est ce qu'on appelle en mécanique un phénomène de résonance, assez fréquent dans le système solaire, on l'a vu tout à l'heure pour Mercure, et évidemment, c'est cette particularité qui fait que la Lune présente toujours à peu près la même face vue depuis la Terre. La Lune est dépourvue d'atmosphère, elle est dépourvue de volcanisme et son sol a essentiellement été modelé par des impacts successifs, ce qui font qu'il est couvert de ce qu'on appelle un régolithe, des poussières produites par des impacts successifs sur un corps privé d'atmosphère. Mais il ne faudrait pas croire que l'on sait tout aujourd'hui sur la Lune. Il y a encore beaucoup de questions posées sur notre satellite. Pour n'en citer qu'une, par exemple, eh bien, on remarque que les pôles de la Lune, et en particulier le pôle sud, qui présente un cratère d'impact, ne reçoit jamais de rayonnement solaire. La température y est donc très basse, et il est possible, mais on n'a pas encore de certitude là-dessus, qu'au pôle sud de la Lune se trouve piégée de la glace d'eau provenant d'impacts successifs de comètes sur la Lune. Dernière planète tellurique, Mars, qui se trouve à une distance du Soleil de l'ordre de 1,5 unités astronomiques, ce qui signifie que sa période de révolution orbitale est de 1,88 ans. Mars est une planète un peu plus petite que la Terre, mais qui est quand même relativement comparable. Elle a une période de rotation axiale de 24,6 heures et une inclinaison de son équateur sur son plan de révolution de 25 degrés, ce qui veut dire qu'il y a, comme sur la Terre, des effets saisonniers. Cette planète est pourvue d'une atmosphère, comme Vénus de dioxyde de carbone, et cette atmosphère est extrêmement fine et ténue. La pression atmosphérique au sol est à peu près 100 fois inférieure à la pression atmosphérique terrestre. Cette atmosphère très ténue, donc, ne peut pas induire d'effet de serre. Et précisément, nous pouvons calculer la température de surface de Mars simplement à partir de la formule qu'on avait vue dans un cours antérieur, à savoir que la température en Kelvin est égale à la température moyenne de la Terre en Kelvin, divisée par la racine carrée de la distance au Soleil en unité astronomique. En prenant pour température moyenne de la Terre 200 Kelvin et avec le 1,5, eh bien, ça fait tout calcul effectué en reconvertissant en degrés Celsius, une température moyenne de l'ordre de moins 30 degrés Celsius. Effectivement, la température moyenne de Mars évolue entre moins 70 degrés Celsius et moins 10 degrés. Et on peut d'ailleurs dire, dans l'état actuel de notre technologie, que c'est à peu près la seule planète du système solaire vers laquelle des missions habitées pourraient être envisagées. Alors évidemment, jusqu'à présent,
il y a eu déjà un nombre certain de missions vers cette planète rouge qui nous ont permis de révéler toute la complexité de son sol qui a été énormément modelé par l'érosion. La surface de Mars présente de nombreux cratères d'impact de taille variée. Elle présente des volcans, dont Olympus Mons, le plus grand volcan connu dans le système solaire. Sa taille est de l'ordre de 700 à 800 km de diamètre. Et puis surtout, cette planète révèle la présence de structures qu'on peut appeler des canyons qui témoignent d'un ruissellement par le passé, très probablement d'eau liquide, ce qui a lancé tout le débat sur la possibilité d'existence de vie passée sur la planète Mars. Mars est pourvu de 2 satellites, Phobos et Deimos. Ce sont des objets de petite taille, quelques dizaines de kilomètres, qui décrivent leurs orbites à proximité de la planète. Ils sont fortement cratérisés, de forme irrégulière, et ce qui prouve qu'il s'agit probablement d'astéroïdes qui ont été capturés par le champ gravitationnel de Mars. Historiquement, la connaissance de ces 2 satellites a permis de déterminer la masse de la planète Mars, selon la technique qu'on appelle souvent pesée des astres. Soit donc une planète de demi-grand axe petit a, de période P et de masse petit m inconnue, qui décrit son orbite autour du Soleil, de masse grand M, connue, nous l'avons vu dans le cours précédent, la masse du Soleil est de l'ordre de 10 puissance 30 kg. Et imaginons que cette planète est pourvue d'un satellite dont le demi-grand axe est égal à A' et la période orbitale également mesurée à P'. Eh bien, nous pouvons, une fois de plus, appliquer les lois de Kepler. Pour la planète, nous pouvons dire que A3 sur P2 égale G, la constante de gravitation, grand M plus petit m, sur 4 pi carré. Et la masse de la planète étant négligeable par rapport à celle du Soleil, ça nous fait G grand M sur 4 pi carré. Pour le satellite, de même, A'3 sur P'2 égale G petit m plus mu. Admettons que mu, c'est la masse du satellite, sur 4 pi carré. Masse du satellite négligeable par rapport à la masse de la planète, donc ça nous fait G petit m sur 4 pi carré. Et quand on regroupe ces 2 expressions, on trouve A3 sur P2 grand M égale A'3 sur P'2 petit m. Ou bien encore, petit m égale A' sur A au cube, que multiplie P sur P' au carré, que multiplie grand M, la masse du Soleil qui est connue. Donc, c'est ainsi qu'on peut déterminer la masse d'une planète. Et en fait, ce qui est important, ce n'est pas tellement la masse de la planète, c'est sa masse volumique. Rho, rapport de sa masse à son volume, évidemment déterminé à partir du moment où on connaît donc la masse et la taille de la planète. Et c'est ce type de méthode qui a permis de remarquer que les masses volumiques sont élevées pour les planètes telluriques, essentiellement constituées de matériaux réfractaires, et faibles pour les planètes géantes, essentiellement constituées d'hydrogène et d'hélium. Jupiter est la plus grande des planètes du système solaire, avec une taille à peu près 11 fois supérieure à celle de la Terre, mais encore 10 fois inférieure à celle du Soleil. Elle est à environ 5,2 unités astronomiques du Soleil, ce qui fait près de 12 ans pour sa période de révolution.
Et cette planète géante est essentiellement constituée d'hydrogène, d'hélium, avec aussi quelques composés minoritaires qui lui donnent sa coloration. Par exemple, ce qu'on appelle la grande tache rouge, qui est plutôt une tache rosée, visible dans l'hémisphère sud, une formation cyclonique dont la taille est bien supérieure à celle de la Terre. Jupiter présente une rotation axiale très rapide pour sa taille, 10 heures environ, ce qui fait qu'elle est relativement aplatie au niveau des pôles et surtout qu'elle est le siège d'énormes formations météorologiques avec des bandes de nuages parallèles à l'équateur. Sur ces bandes de nuages, les images révèlent fréquemment la présence de satellites ou même de l'ombre projetée de ces satellites sur les nuages de la planète. Et cette planète colossale est encore très probablement en contraction gravitationnelle. Jupiter est entouré de nombreux satellites, et en particulier de 4 satellites galiléens, de grande taille d'ailleurs, éventuellement visibles, avec des petits instruments d'astronomie. Le premier d'entre eux est Io, avec une surface très riche en soufre et qui présente des volcans actifs en perpétuelle évolution. Puis Europe, couvert d'une couche de glace d'eau, sous laquelle se trouve peut-être un océan d'eau salée. Plus loin, Ganymède. Ganymède dont la taille est supérieure à celle de Mercure et qui présente à la fois des terrains anciens et des structures plus jeunes. Et enfin, Callisto, qui présente une absence totale de processus géologiques. Alors pourquoi cette formidable diversité entre ces satellites galiléens? Eh bien, cette diversité provient des effets de marée induits par la planète géante. Les effets de marée jouent en 1 sur R3, où R est la distance à la planète, et ces effets de marée vont induire un dégagement d'énergie qui sera donc très marqué sur Io, proche de Jupiter, moins sur Europe, encore moins sur Ganymède, et totalement absent sur Callisto. À 10 unités astronomiques environ du Soleil, Saturne, dont la période de révolution est donc de l'ordre de 30 ans. Alors tout comme Jupiter, Saturne a une rotation rapide, donc un aplatissement, donc des bandes nuageuses relativement parallèles à l'équateur, mais surtout Saturne est caractérisé par ses anneaux qui sont très spectaculaires. Des anneaux qui sont constitués de petits fragments de glace, de roches, qui étaient trop proches de la planète pour pouvoir s'agglomérer en un satellite. Saturne présente aussi tout un cortège de plus de 20 satellites. La plupart d'entre eux sont cratérisés, relativement inactifs, mais l'un, qui est complètement entouré d'une atmosphère opaque, est spécialement intéressant. C'est Titan, dont la taille est d'ailleurs supérieure à celle de Mercure, et on peut imaginer qu'à sa surface se trouvent à la fois des océans et des banquises d'azote, de méthane, et surtout qu'il y a toute une chimie organique très intéressante pour comprendre l'évolution des atmosphères planétaires. Troisième planète géante, Uranus. Uranus a 19 unités astronomiques du Soleil environ. Uranus présente un aspect relativement uniforme, d'autant plus que son axe de rotation est pratiquement dans son plan orbital. Uranus est encore pourvu d'un anneau et de tout un cortège de satellites. Des satellites présentant des cratères, mais aucune activité géologique. Et parmi ces satellites, le plus intéressant est peut-être Miranda, avec sa structure en forme de grand chevron en surface, une structure qu'on interprète en imaginant que peut-être cet objet s'est totalement fragmenté et que les morceaux ensuite se sont réagglomérés. Dernière planète géante, Neptune, à environ 30 unités astronomiques du Soleil. Une planète bleutée avec des structures météorologiques comme la grande tache sombre ou des cirrus plus clairs. Neptune a aussi tout un cortège de satellites et parmi ceux-ci, Triton, un objet très étonnant, non seulement parce qu'il présente des laves d'ammoniac ou de méthane, mais aussi parce qu'on voit des jets sombres à sa surface qui sont peut-être des geysers d'azote liquide. D'azote liquide parce que la température à ce niveau est très basse. Toujours en appliquant la loi en 1 sur racine carrée de R, on peut calculer que la température au niveau de Neptune ou de Triton descend à environ 50 Kelvin.
Les astéroïdes sont donc ces petites planètes dépourvues d'atmosphère. On a découvert plusieurs dizaines de milliers d'astéroïdes qui sont pour la plupart, comme on l'a vu, entre les orbites de Mars et de Jupiter dans la ceinture principale d'astéroïdes à des distances au Soleil de l'ordre de 2,5 à 3 unités astronomiques. Mais il existe aussi des astéroïdes qui sont plus proches du Soleil, comme par exemple les géocroiseurs, ou plus éloignés du Soleil, comme les Troyens et les Grecs, qui sont pratiquement sur l'orbite de Jupiter. Les plus gros des astéroïdes, dont la taille dépasse quand même un petit peu la centaine de kilomètres, sont relativement sphériques parce que leur température interne était suffisante pour que les matériaux réfractaires qui les constituent soient fluidifiés. Les astéroïdes plus petits, avec des tailles de l'ordre d'une dizaine de kilomètres, sont tout de même connus, bien qu'ils soient inobservables à distance, comme des objets à diamètre apparent sensible, grâce aux missions spatiales. C'est ainsi qu'on a pu découvrir qu'ils sont extrêmement cratérisés, par exemple en regardant les images de Gaspra ou de Eros. C'est ainsi qu'on a pu découvrir que certains d'entre eux sont extrêmement sombres, avec peut-être l'existence de composés organiques, c'est le cas de Mathilde. Et on a pu également découvrir que certains d'entre eux sont accompagnés d'un satellite, comme Ida, avec son petit satellite désormais appelé Dactyle. Toujours au niveau des petits corps du système solaire, eh bien, on peut parler de Pluton et de son satellite Charon. Pluton qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est trop éloigné du Soleil pour que des missions spatiales aient pu être menées en sa direction, et Pluton dont l'orbite s'identifie plus à l'orbite d'un astéroïde qu'à l'orbite d'une planète, une orbite qui est relativement inclinée par rapport au plan moyen des planètes. Et ce qui est tout à fait remarquable à propos de ce couple constitué par Pluton et son satellite Charon, c'est que la période de rotation autour de son axe de Charon est égale à sa période de révolution autour de Pluton, et est encore égale à la période de rotation de Pluton autour de son axe. Et on voit là encore un beau phénomène de résonance dans le système solaire. Venons-en maintenant aux comètes, qui sont de minuscules planètes d'une taille de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres et qui décrivent des orbites extrêmement allongées autour du Soleil. En fait, elles ne deviennent spectaculaires que lorsqu'elles sont proches du Soleil, comme on a pu le voir il y a quelques années pour la comète Hyakutake ou encore la comète Hale-Bopp. Pourquoi deviennent-elles spectaculaires? Eh bien, en fait, parce que ces minuscules planètes sont constituées de glace et de poussière. Ces glaces, essentiellement de la glace d'eau, de la glace de dioxyde de carbone, se subliment dans le vide interplanétaire alors qu'elles s'échauffent en se rapprochant du Soleil. Et donc se dégage autour de la toute petite planète une atmosphère passagère de gaz et de poussière. Les molécules, les atomes, les ions deviennent lumineux en émettant de la lumière précisément aux longueurs d'onde caractéristiques de leur raie ou bande d'émission. Les poussières deviennent lumineuses en diffusant simplement la lumière du Soleil. Et d'ailleurs, ces gaz sont, lorsqu'ils sont ionisés, repoussés par le vent solaire dans la direction opposée à celle du Soleil. Les poussières sont lentement repoussées par la pression du rayonnement solaire, et c'est ce qui fait apparaître, dans la direction opposée à celle du Soleil, les queues de plasma relativement bleutées et de poussière plutôt jaunâtre. Nous connaissons aujourd'hui au moins relativement bien une de ces comètes, le cœur, le noyau de cette comète, la comète de Halley, grâce au survol qui a été fait par plusieurs sondes spatiales, dont Giotto, en 1986. C'est ainsi qu'on a pu découvrir ce noyau dont la taille est de l'ordre d'une quinzaine de kilomètres, extrêmement tourmenté, irrégulier, et qui éjecte tout le temps de la matière. C'est ainsi qu'on a pu découvrir que sa densité est bien inférieure à 1, et c'est ainsi qu'on a pu découvrir que les molécules de glace et aussi les poussières qui le composent s'étaient très certainement condensées bien avant la formation du système solaire dans le milieu interstellaire. Intéressons-nous, pour mieux comprendre l'évolution de ces objets, à l'orbite de la comète de Halley, ce qui nous donne l'occasion de revoir quelques formules de mécanique céleste. Vous lisez ici pour une orbite définie par un demi-grand axe petit a et une excentricité petit e, les expressions de la distance
au périhélie, le point le plus proche sur l'orbite du Soleil sur l'orbite, à l'aphélie, aussi l'expression de la période en fonction du demi-grand axe et les expressions de la vitesse au périhélie et de la vitesse à l'aphélie que nous avons calculées tout à l'heure. Pour la comète de Halley, la distance au demi-grand axe est égale à 17,9 unités astronomiques, cependant que l'excentricité est égale à 0,9673. Vous voyez, une excentricité très proche de 1, une orbite donc déjà passablement allongée, l'orbite à peu près circulaire de la Terre, ici, vous donnant l'échelle. Eh bien, je vous laisse faire l'application numérique, calculer ces différents paramètres. Vous avez certainement trouvé, pour la distance au périhélie, SA égale 0,59 unités astronomiques, donc plus proche que Vénus. Pour la distance à l'aphélie, SA', 35,2 unités astronomiques, plus éloignée que Neptune. Une période de 75,7 ans. En toute rigueur, la période fluctue autour de ces valeurs parce que la comète de faible masse est très sensible aux perturbations orbitales des planètes géantes. En l'occurrence, elle était passée, on l'a dit, en 1986 et elle repassera en 2061 à proximité du Soleil. Et puis une vitesse au périhélie de l'ordre de 55 km par seconde et une vitesse à l'aphélie de l'ordre de 5 km par seconde. Ce qui veut dire que la comète ne passe que très peu de temps à proximité du Soleil. Elle peut faire plusieurs passages successifs et elle peut donc survivre pendant un certain temps. En fait, il existe au moins 2 réservoirs de comètes. Ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, dans laquelle des noyaux cométaires ont commencé à être découverts depuis 1992. Cette ceinture de Kuiper, qui se trouve au-delà de l'orbite de Neptune, a des distances au Soleil de l'ordre de 30 à 100 unités astronomiques. Il y a un autre réservoir, encore plus éloigné, le nuage de Oort, dont la distance au Soleil est supérieure à 20 000 unités astronomiques et qui forme un immense cocon autour de notre système solaire et d'où parfois retombent des comètes qui vont arriver près du Soleil sur des orbites extrêmement allongées avec toutes les inclinaisons possibles. Et on imagine en fait que ces objets qui sont aux confins du système solaire avaient été repoussés par l'attraction gravitationnelle des planètes géantes alors qu'ils s'étaient formés dans la région des planètes géantes. Les comètes qui arrivent près du Soleil et que nous pouvons voir s'évaporent donc progressivement, comme on l'a compris, ou se fragmentent en multiples morceaux, ont une durée de vie relativement brève, mais elles nous intéressent parce qu'elles nous portent le témoignage de cette matière qui est restée inchangée depuis les origines aux confins glacés du système solaire. Tous ces petits corps du système solaire, que ce soit les comètes qui s'entourent d'une atmosphère de gaz et de particules solides, ou les astéroïdes qui connaissent parfois des collisions, tous ces petits corps, disais-je, injectent des petites particules solides d'une taille de quelques micromètres dans le milieu interplanétaire. Ces petites particules solides tombent progressivement vers le Soleil et elles constituent ce qu'on appelle le nuage zodiacal. Un nuage qui est visible par la lumière solaire diffusée par ces particules. Dans d'excellentes conditions d'observation, on peut voir une sorte de fuseau lumineux, peu après le coucher du Soleil ou peu avant son lever, une sorte de fuseau lumineux un peu aligné avec la direction du plan orbital moyen des planètes. Et ces particules solides sont aussi détectables par leur émission thermique dans l'infrarouge proche, ainsi qu'on peut le voir sur une carte réalisée par un satellite d'astronomie infrarouge. Le plan horizontal brillant correspond au plan de la galaxie avec toutes les étoiles et la sinusoïde bleutée correspond précisément à cette répartition de petites poussières d'origine cométaire ou astéroïdale le long du plan orbital moyen des planètes du système solaire. Nous avons donc constaté une grande diversité parmi tous ces objets du système solaire.
Et cette diversité s'explique en particulier parce que certains objets ont pu largement évoluer. Évoluer par exemple avec le volcanisme. Le volcanisme a disparu de la Lune et de Mercure. Il est évidemment très présent sur la Terre ou sur Io, le satellite de Jupiter. Et il était certainement encore présent, il y a relativement peu de temps à l'échelle du système solaire, sur Vénus et sur Mars. Sur Vénus, où on constate la présence de volcans relativement aplatis par la formidable pression atmosphérique au sol, et sur Mars, où les volcans sont essentiellement des volcans de type de point chaud. Dans tous les cas, le volcanisme correspond à l'évaporation d'énergie interne de la planète sur la surface de cette planète tellurique ou d'un satellite. Autre cause de variété dans le système solaire et d'évolution, l'existence des atmosphères. Eh bien, pour qu'une atmosphère existe autour d'une planète, il faut que les molécules atmosphériques qui s'agitent naturellement n'aient pas une vitesse trop grande et ne risquent pas d'atteindre une vitesse qui va leur permettre de s'échapper. La condition s'écrit précisément vitesse d'agitation thermique inférieure à vitesse de libération. On peut démontrer en thermodynamique que la vitesse d'agitation thermique Vt est de l'ordre de 3kT sur mu. K, c'est la constante de Boltzmann. T, la température absolue en Kelvin. Et mu, eh bien, mu, c'est la masse d'une molécule atmosphérique donnée. La vitesse de libération. Eh bien, la vitesse de libération, c'est en fait la vitesse qu'il faut donner à un mobile pour qu'il s'échappe du champ gravitationnel d'une planète. Elle est égale à racine de 2, la vitesse de satellisation, c'est-à-dire qu'elle est égale à 2gm sur r, où g, évidemment, est la constante de la gravitation universelle, où m est la masse de la planète et où R est son rayon. Donc, la relation s'écrit tout simplement 3kT sur mu inférieur à 2gm sur R. Et vous voyez tout de suite que pour qu'une planète soit susceptible de retenir un composant atmosphérique, eh bien, il faut que sa température soit faible et que sa masse soit élevée. Alors, nous comprenons maintenant pourquoi Mercure n'a pas d'atmosphère. Mercure, proche du Soleil, a une température élevée et c'est une planète de taille très médiocre, donc à une masse faible. Nous comprenons aussi bien pourquoi les planètes géantes sont essentiellement constituées d'hydrogène et d'hélium, les constituants majoritaires de tout l'univers et de ce qui a donné naissance au système solaire. Parce que ces planètes de température faible et de masse très élevée ont gardé tous leurs constituants atmosphériques, même ceux dont la masse, petit mu, est très faible. Et pour les planètes comme Vénus, la Terre et Mars, nous nous trouvons dans un cas intermédiaire. En fait, ces planètes avec une température moyenne, une masse moyenne, ont perdu leurs éléments les plus légers, hydrogène et d'hélium. Mais en fait, elles se sont trouvées être entourées d'une atmosphère constituée de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, d'azote, une atmosphère d'ailleurs qui provient peut-être du dégazage des volcans et aussi de l'impact des noyaux cométaires. Et c'est ainsi que Mars et Vénus se trouvent avoir une atmosphère très riche, nous l'avons vu, en dioxyde de carbone. Quant à la Terre, évidemment, son atmosphère a évolué en raison du développement de la vie sur Terre, de cette vie qui a permis l'apparition
d'oxygène en quantité relativement importante sur Terre, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre planète connaît une atmosphère essentiellement composée de molécules d'azote et de molécules d'oxygène. Dernier exemple d'une grande diversité parmi les planètes et les satellites, l'existence ou la non-existence d'un champ magnétique. Les champs magnétiques proviennent certainement de la structure interne de ces objets, et le fait est que aujourd'hui, Mercure, la Terre, les planètes géantes, aussi certains de leurs satellites, comme Ganymède autour de Jupiter, ces objets sont pourvus d'un champ magnétique, alors que Vénus ou Mars n'ont plus de champ magnétique. Alors, ce qui est intéressant dans l'existence d'un champ magnétique, c'est que, à l'interaction de ce champ magnétique et du champ magnétique du Soleil qui est transporté, comme on l'a vu dans le dernier cours, par le vent solaire, va se créer une vaste cavité autour de la planète, ce qu'on appelle la magnétosphère. Et ces magnétosphères sont immédiatement visibles par l'existence d'aurores polaires, aurores boréales ou australes. Sur Terre, on observe des aurores lorsque certaines particules énergétiques du vent solaire, glissant le long des lignes du champ magnétique dans les régions polaires, excitent les atomes de la haute atmosphère, par exemple des atomes d'oxygène. Et c'est ainsi qu'on a ces couleurs vertes ou rouges des aurores. Sur Jupiter, eh bien, on observe aussi des aurores, non plus liées à l'excitation de l'oxygène, mais à l'excitation de l'hydrogène. Des aurores qui vont être visibles en ultraviolet par l'émission Lyman alpha. Et sur Saturne, on peut aussi observer des aurores polaires qui nous ont été bien révélées par les images du télescope spatial. L'importance des magnétosphères est liée aussi au fait que certaines particules énergétiques issues du vent solaire sont piégées dans des ceintures de rayonnement. Et c'est ainsi que l'existence du champ magnétique terrestre permet aux formes de vie que nous connaissons sur Terre d'être protégées contre des rayonnements très énergétiques. Nous arrivons donc au terme de ce cours qui nous a permis de survoler tous les objets du système solaire et d'en apprécier l'extrême diversité. Pourtant, tous ces objets sont régis par les mêmes lois de la physique. Ces lois de la physique qui sont valables partout dans ce système solaire et qui sont valables aussi partout dans l'univers. Ce sont ces lois qui déterminent le mouvement des planètes et des satellites. Ce sont ces lois qui déterminent leur température. Ce sont aussi ces lois qui induisent l'existence ou la non-existence de volcanisme, d'atmosphère, de magnétosphère ou encore d'eau à l'état liquide. Et l'extrême diversité que nous avons constatée provient essentiellement du fait que les échelles spatiales et temporelles qui sont en jeu sont colossales. Échelle spatiale, échelle de distance, les objets du système solaire sont à des distances du Soleil qui vont de 0,3 unités astronomiques jusqu'à plus de 30 unités astronomiques, et même si l'on considère les noyaux cométaires du nuage de Oort, jusqu'à plus de 20 000 unités astronomiques. Échelle de distance, tout ce système solaire a pu évoluer depuis sa formation il y a plus de 4,5 milliards d'années. Et précisément, dans le prochain cours, nous utiliserons tout ce que nous avons déjà vu sur l'univers, sur le Soleil, sur le système solaire, pour reconstituer le scénario de la formation et de l'évolution de ce système solaire. Et puis, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, dans le dernier cours, nous nous intéresserons à tout ce qui fait la spécificité, ce qui fait l'unicité de notre planète Terre et ce qui a permis, au cours de ces 4,5 milliards d'années, un développement relativement harmonieux de la vie sur Terre. Avant de vous quitter, j'aimerais tout de même vous rappeler quelques-unes des valeurs numériques que nous avons été amenés à utiliser.
Bien sûr, les unités, et en particulier l'unité astronomique, la distance moyenne de la Terre au Soleil, 149,6 millions de kilomètres. Et puis également les constantes, et en particulier la constante de la gravitation universelle et la constante de Boltzmann, auquel nous avons fait allusion à plusieurs reprises. Et puis les lois physiques, en me limitant à la gravitation, dont nous avons encore largement parlé. Bien sûr, loi de Newton, F égale G m m' sur R2. Troisième loi de Kepler, dans le cas du problème à deux corps, A3 sur P2 peu différent de Gm sur 4pi carré, qui bien sûr est égal à 1 si le demi-grand axe est donné en unité astronomique et la période en années. Vitesse de satellisation, V0 égale Gm sur R à la puissance 1,5. Vitesse de libération, VL égale racine de 2 que multiplie V0, c'est-à-dire 2Gm sur R à la puissance 1,5. Et puis enfin, vitesse orbitale sur une orbite elliptique, V égale Gm, où m est la masse du Soleil, facteur de 2 sur R moins 1 sur A, le tout à la puissance 1,5. Et j'aimerais enfin vous permettre de revoir certaines des caractéristiques des planètes, caractéristiques orbitales et caractéristiques physiques. Caractéristiques orbitales, tout d'abord, la longueur du demi-grand axe, la période orbitale, qui est évidemment d'autant plus grande que la longueur du demi-grand axe est grande, l'excentricité de l'orbite, qui est relativement faible pour la plupart des planètes, sauf peut-être Mercure et Pluton, et bien sûr qui est élevée pour les comètes. Et puis, inclinaison sur l'écliptique, par définition égale à 0 pour la Terre, assez faible pour les planètes et relativement susceptible d'être plus grande pour les comètes. Caractéristiques physiques, enfin, la masse, évidemment beaucoup plus grande pour les planètes géantes que pour les planètes telluriques, le rayon équatorial, là encore beaucoup plus grand pour les planètes géantes que pour les planètes telluriques, la densité, qui se déduit de la connaissance de la masse et du rayon, et nous voyons des densités de l'ordre de 4 à 5 pour les planètes telluriques, des densités de l'ordre de 1 pour les planètes géantes. Et puis, la période de rotation sidérale, qui présente une grande variabilité parmi toutes les planètes, et enfin l'obliquité, qui encore présente une très grande variabilité parmi toutes les planètes. Et je vous dis à la semaine prochaine.